grand dialogue. Sigika Foba. Edawani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibiro. Halud Mauni. Chenibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes jeudi 7 mai 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous à travers nos stations partenaires dans le pays entier. Alors, c'est demain la journée de l'Europe. Pour cette occasion, nous vous proposons un grand dialogue qui fait donc le point de la coopération entre l'Union européenne et le Mali. Ce bilan intervient dans un contexte de tension dans le pays et entre l'armée malienne et les groupes rebelles dans le nord du pays. Avec nos invités, nous décrypterons 3 volets de ce partenariat Mali-Union européenne. Le volet soutien financier et développement qui sera en partie consacré au développement. Il sera aussi question de la sécurité, sans oublier bien entendu l'humanitaire qui vise à soulager les populations civiles qui se trouvent au milieu des affrontements. Alors pour cela, nous avons 3 invités. André Beleki, chargé des affaires politiques à la délégation de l'Union européenne. Patrick Barbier, chef du bureau ECHO du service d'aide humanitaire de la Commission. Et enfin, le commissaire divisionnaire Mohamed Ali Awessoun de la brigade des stupéfiants. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé. Salim Douara est à la technique. Studio Tamani. Fidèles donc à leurs engagements, les pays membres de l'Union européenne sont engagés vis-à-vis du Mali. Les pays membres de l'Union donc ont pris le devant pour d'abord prévenir le conflit malien à travers d'immenses chantiers, notamment la route Nyono-Tombouctou qui visait à relier le nord au sud du pays. Hélas, la crise est consommée. L'Union européenne se mobilise plus que jamais avec un sommet en l'honneur et en faveur du Mali, d'où donc cette promesse de don de Bruxelles qui jamais est égalée pour la sortie de crise au Mali. L'engagement des pays membres de l'UE est estimé aujourd'hui alors à plus de 3 000 milliards de francs CFA. Le budget est investi lentement mais sûrement. Alors André Beleki, vous êtes donc le chargé des affaires politiques de la délégation de l'Union européenne. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec la promesse de Bruxelles ? Alors la promesse de Bruxelles a été, en ce qui concerne l'Union européenne, concrétisée. Donc l'argent, effectivement, a été versé et utilisé au Mali dans différents projets. Vous avez cité en particulier le projet de la route Nuno-Tombouctou. Il y a un autre projet routier qui nous tient à cœur, qui n'est pas aussi grand, mais qui va de Tomignan jusqu'à Benena, sur la frontière burkinabé. Il y a des efforts importants. Près de 400 000 Maliens ont bénéficié d'aide alimentaire à travers effectivement ces promesses, ou en concrétisation de ces promesses de Bruxelles. Il y a ce qu'on appelle l'aide budgétaire, qui est tout simplement un versement d'argent d'un compte de la Commission européenne sur un compte du gouvernement du Mali, qui ensuite est utilisé par le gouvernement du Mali, par exemple, pour payer des fonctionnaires, par exemple, pour payer des enseignants ou du personnel médical. Tout ça, ce sont des réalisations très concrètes en réalisation des promesses qui avaient été prises à Bruxelles par l'Union européenne. Il y avait d'autres États et d'autres organisations qui étaient autour de la table. Pour la plupart, également, eux aussi ont tenu leurs promesses prises ce jour-là en 2013 à Bruxelles. Alors, jusque-là, on n'a pas une idée assez précise du montant décaissé. Est-ce qu'on peut l'avoir avec vous ? Alors, pour nous, c'est relativement simple, puisque sur l'année dernière, uniquement sur 2014, à peu près 140 milliards de francs CFA ont été décaissés par l'Union européenne au profit du Mali, au profit, je le disais, des populations et de l'État du Mali, pour sortir définitivement de cette crise malheureuse que l'on a connue. Alors, toujours dans le domaine du développement, ces 151 milliards que nous avons cités tout à l'heure, ils ont été investis dans quel domaine ? Alors, principalement, évidemment, on l'a cité, la route qui fait plus de 560 km entre Nyono, Gomakura jusqu'à Tombouctou. Là, les travaux ont repris l'année dernière. Évidemment, comme vous l'avez dit, avec malheureusement les quelques incidents sécuritaires, les travaux ne progressent pas aussi vite
qu'on le souhaiterait tous, mais les travaux continuent. Ça, c'est une certitude. Il y avait également un paquet important, beaucoup de nos auditeurs s'en souviendront l'année dernière. Il y avait un déversement, un décaissement d'aide budgétaire qui avait été suspendu suite aux questions du FMI sur la gestion des finances publiques. Bien cet argent finalement a été versé. C'est un montant assez important puisqu'on parle d'environ 70 milliards de francs CFA qui sont versés donc au budget de l'État du Mali, qui ensuite l'utilise pour subvenir finalement à ses dépenses quotidiennes. Je le disais, par exemple le paiement des fonctionnaires, des policiers ou des enseignants ou d'autres dépenses, comme par exemple le subside à l'EDM. Alors aujourd'hui, vous venez donc de finir par ce domaine de l'énergie. Aujourd'hui, quel est le degré d'investissement de l'Union européenne pour l'accès des populations à l'eau? Alors, il y a évidemment un projet emblématique qui prend qui n'est pas encore pour demain malheureusement parce que c'est un projet très important d'envergure avec d'autres partenaires, mais c'est un projet d'abduction d'eau pour près de 1 million de Bamakois. C'est le projet qui concerne donc c'est le projet de Kabbalah comme on dit. Les travaux ont désormais commencé et effectivement on espère à l'horizon 2017-2018 au plus tard avoir une abduction d'eau pour 1 million d'habitants de Bamako. C'est à peu près un habitant sur 3. Alors aujourd'hui, un des défis de l'Union européenne, c'est aussi assurer la sécurité alimentaire. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui au niveau de la Commission? Alors, c'est un enjeu majeur puisque, on le sait, malheureusement, le Sahel et le Mali sont dans une zone climatique difficile, où effectivement les sécheresses, malheureusement, se succèdent assez régulièrement. Néanmoins, le Mali bénéficie d'un cours d'eau majeur et très bénéfique. Et là, on constate effectivement qu'on peut utiliser encore mieux les ressources de ce fleuve pour améliorer ce qu'on appelle la résilience des populations. Donc ça veut dire comment les populations se préparent et font face aux stress récurrentes que j'ai évoquées. Là, rien que l'année dernière, les 400 000 Maliens ont bénéficié de projets très concrets, par exemple ce qu'on appelle de l'argent, des espèces pour du travail en faveur de la résilience, ou par exemple également pour favoriser l'irrigation moderne, ce qui, je tiens à le souligner quand même parce qu'on parfois on est un peu pessimiste, ce qui a permis d'augmenter les rendements de manière assez spectaculaire les 10-15 dernières années par rapport aux périodes précédentes, et ce qui donc contribue, encore une fois, à améliorer la sécurité alimentaire des populations. Alors aujourd'hui, les trois régions du Nord ont une spécificité par rapport aux autres régions du Mali. Alors quelles ont été les spécificités justement sur lesquelles l'Union européenne a beaucoup travaillé par rapport à la répartition donc des investissements? Alors, pour nous, il y a une chose qui est très claire, c'est que notre partenariat est avec le gouvernement du Mali. Donc, bien sûr, effectivement, il y a certaines spécificités que l'on connaît tous par rapport aux trois régions, mais avant tout, nous travaillons pour l'ensemble des Maliens et ne faisons pas de distinction entre les Maliens qui sont du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Notre apport principal, depuis la crise, vous l'avez évoqué, était en fait de favoriser un retour à la normalité tant que possible dans ces trois régions. Ça a notamment incluait notamment la reconstruction par exemple de bâtiments publics à Gao, à Tombouctou, la réhabilitation d'écoles avec non seulement des bâtiments mais même la fourniture par exemple de tables-bancs pour les élèves et pour les écoliers.
ça a également aussi permis un redéploiement des forces de sécurité intérieure, en tout cas dans les grandes villes du nord du pays. Alors aujourd'hui, le grand rendez-vous que les Maliens attendent, c'est le 15 mai. Est-ce que vous pensez que le 15 mai sera respecté par les parties en conflit au Mali pour la signature de l'accord définitif? Alors je l'espère ardemment. Je peux vous dire aussi que, en tant qu'Union européenne, on ne ménage pas nos efforts quotidiennement pour essayer de convaincre ceux qui n'ont pas encore décidé de signer le 15 mai. On verra. Je pense qu'il reste encore du temps d'ici là. Le dialogue n'est pas rompu. Tout le monde, toutes les parties autour de la table et la médiation internationale soulignent à quel point il est encore important toujours de parler et de ne pas rompre le dialogue. On est toujours dans cette dynamique. J'espère effectivement que toutes les parties signeront le 15 mai. Alors, est-ce que dans cette ambiance un peu délétère, il est facile d'investir et de mener à bien les projets de développement au Mali? Alors, oui, parce que la solution que l'on prône, nous, Union européenne, est une solution politique à la crise malienne. C'est-à-dire qu'il faut d'abord un accord négocié entre les trois parties, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut également essayer d'arriver à un contexte où la confiance sera de retour. Et si nous ne démontrons pas la confiance dans le développement du Mali, dans l'accroissement des richesses, dans un meilleur avenir pour les Maliens, encore une fois, qu'ils soient du nord au sud, il sera difficile effectivement à terme de démontrer que malgré l'accord de paix, le Mali est sorti de crise. Donc il est de notre rôle, nous bailleurs de fonds, nous partenaires du Mali, de prouver qu'il y a une confiance dans le Mali et dans les Maliens, qui vont définitivement tourner cette page derrière eux et qui vont continuer à se développer afin d'éradiquer définitivement la pauvreté dans le pays et atteindre un développement économique que l'on appelle tous de nos voeux, même à l'extérieur du Mali, puisque nous aussi, on a tout intérêt à ce que chaque Malien et chaque Malienne vivent mieux demain qu'aujourd'hui. Alors, vous avez touché un mot tout à l'heure, vous parliez de confiance. La confiance n'est pas que entre les parties, mais c'est également entre les partenaires du Mali et le Mali. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut estimer qu'avec le décaissement, il y a quelques jours, des 62 milliards environ en faveur de l'appui budgétaire, cet appui-là, est-ce qu'on peut le considérer comme le retour de la confiance entre l'Union européenne et le Mali? C'est un partenariat que nous avons entre l'Union européenne et le Mali. On se met d'accord très clairement sur quels sont les objectifs partagés par nous et par le gouvernement, et ensuite, effectivement, quels sont les résultats, donc en particulier le décaissement, qui pourraient être atteints une fois que ces conditions sont remplies. À partir du moment où le gouvernement du Mali remplit ses obligations, nous, on remplit les nôtres. Si le gouvernement dit effectivement qu'il va améliorer sa gestion des finances publiques suite à un accord avec le FMI, et que c'est effectivement sur quoi nous nous étions mis d'accord déjà en 2013, eh bien, il n'y a aucune raison que l'Union européenne mette en doute ce partenariat. Et donc, dans ce cadre-là, la confiance n'est pas rompue, elle n'a jamais été rompue d'ailleurs. Et donc, un décaissement est bien sûr un signe de confiance que le gouvernement remplit ses obligations librement consenties dans ce partenariat. Demain 8 mai, c'est donc la journée de l'Europe et aujourd'hui, nous faisons le bilan de cette coopération, de ce partenariat entre l'Union européenne et le Mali. Je rappelle qu'en 2014, environ 151 milliards de francs CFA ont été investis par l'Union européenne, donc dans divers projets de développement au Mali et en plus de tout ça, la sécurité. Nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la deuxième partie de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Alors, je rectifie, la journée donc de l'Europe, c'est le 9 mai au lieu du 8, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Nous réfléchissons donc sur le partenariat entre l'Union européenne et le Mali. Et pour cette seconde partie, ce volet sera consacré donc à la sécurité. Deux entités de formation créées par qui mobilise 150 militaires instructeurs européens, l'EUTM et ECAP. D'abord, l'EUTM, quels sont ses objectifs André Beleki, chargé des affaires politiques à l'Union européenne. L'EUTM a deux objectifs principaux. Le plus visible, c'est la formation. Nous en sommes à plus de 3000 militaires maliens formés par des soldats européens issus de 24 États membres de l'Union européenne depuis 2013. Et le deuxième objectif de l'EUTM est d'assister et de soutenir le ministère de la Défense dans sa réforme et dans sa modernisation, notamment en ce qui concerne la gestion des ressources humaines et aussi prochainement sur la gestion de la logistique militaire, donc tout ce qui est équipement de l'armée malienne. Alors aujourd'hui, l'UTM est à 5 bataillons formés pour près de 3500-600 militaires. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut estimer que l'UTM a accompli sa mission? Alors, ça, avant tout, c'est pas. Je pense que nous, on peut, en tant qu'Européens, on peut être satisfait effectivement de ce partenariat, mais c'est avant tout à nos partenaires maliens, en particulier le ministre de la Défense et le ministère de la Défense, de nous dire si cette initiative, cette mission EUTM a atteint les objectifs espérés par le gouvernement. Le mandat actuel de l'EUTM se termine au début de l'année prochaine. Nous en rediscuterons évidemment pour voir s'il faut le mettre à jour, s'il faut prolonger la mission. Et là, ça sera évidemment, encore une fois, au gouvernement du Mali à nous dire si ils sont satisfaits des objectifs qui ont été atteints ou pas par la mission. Alors donc, à côté donc de l'EUTM, le CAP est né, un autre programme relativement récent avec une nouvelle structure, CAP, je l'ai dit tout à l'heure. Quelle est sa spécificité par rapport à l'EUTM? Alors, sa spécificité, c'est que c'est une mission civile. Donc, c'est-à-dire que les personnes impliquées tant du côté malien que du côté européen sont vouées à des tâches civiles. Donc, là où le UTM travaille principalement avec les forces armées du Mali, le CAP travaille principalement avec la police nationale, la gendarmerie et également avec la garde nationale du Mali. Alors nous avons un bénéficiaire donc de ce programme ECAP. La situation reste tendue un peu partout dans le pays. ECAP a-t-il permis de mettre en place les stratégies nouvelles de sécurisation des villes du pays? Avec vous, Mohamed Ali Aoussoun de la brigade des stupéfiants du Mali. Vous êtes donc malien, votre structure a bénéficié donc de ces programmes que je viens de citer. Et quelle stratégie nouvelle est-ce que vous avez mise en place grâce à ECAP? Merci. Et je voudrais dire que excusez-moi, ECAP est arrivé et a commencé à travailler avec nous à partir du mois de janvier. Et pour un départ, ce travail a commencé par l'évaluation des besoins, de nos besoins, et pour permettre à l'ensemble des partenaires de savoir quels sont nos besoins et comment répondre à ce besoin. Et le besoin de formation, le besoin d'équipement, et tous ces aspects. Ensuite, il y a eu un deuxième volet qui a été le volet concernant des réflexions sur l'organisation de nos services. Et ces discussions nous permettent de faire d'avoir une idée sur nos structures, si elles sont adaptées ou pas. Et le troisième aspect, c'est l'aspect formation qui a commencé. Et moi-même, j'ai bénéficié d'une partie de cette formation parce que c'est des formations qui continuent, qui ont plusieurs aspects. Et déjà au mois de janvier, j'ai bénéficié d'une partie de ces formations. Ces formations concernent 3 types de niveaux. Le haut niveau, dans le domaine de la police, la gendarmerie et la garde nationale.
et un niveau intermédiaire et un troisième niveau qui est relatif au personnel opérationnel. Et donc les thèmes déjà qui ont été dispensés par les formateurs de CAP concernent la police judiciaire, et la sécurité publique générale, les renseignements généraux. Et dans ces aspects, il y a aussi le management et le commandement. Donc c'est des thèmes très très intéressants. Et c'est vrai qu'il y a certaines parties comme la police judiciaire, la sécurité publique, les renseignements généraux. C'est une forme de recyclage. Mais il y a des thèmes nouveaux qui sont très intéressants comme le management et le commandement. Et le terrorisme, la lutte contre le terrorisme, qui sont des aspects dans lesquels nous rencontrons vraiment beaucoup de difficultés, et les formations sont en train de mettre à niveau les éléments des différents corps. Alors vous dites que ce partenariat a été lancé en janvier seulement. Quels sont les résultats que vous avez engrangés et qu'est-ce qui a changé concrètement dans votre façon de faire? Les résultats engagés déjà, c'est la connaissance. Les éléments avec la connaissance, c'est la rupture avec les méthodes analogiques, c'est-à-dire l'amateurisme. Et ce qui fait qu'on gagne en professionnalisme. Et aussi, vu la situation que le pays vit, ces formateurs, avec leur expérience, nous permettent d'appréhender les réalités et d'avoir les solutions pratiques sur le terrain qui peuvent répondre à nos besoins. Et je pense que depuis un certain temps, depuis à peu près 2 mois, les gens commencent à se rendre compte, spécifiquement à Bamako, des résultats et de l'évolution professionnelle des éléments sur le terrain, et principalement la ville de Bamako. Et je pense que sur les régions aussi, ça va se ressentir au fur et à mesure que la formation continue. Parce que déjà, nous sommes à une première phase. Et la formation doit concerner à peu près l'ensemble des effectifs et des 3 niveaux. Voilà. Alors, André Beleki, vous êtes chargé des affaires politiques à l'Union européenne. Nous parlons donc de ECAP. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il est prévu un plan plus large au-delà de Bamako? Est-ce que c'est toutes les villes du Mali qui sont concernées par les projets de formation de ECAP? Oui, bien sûr. Je pense que ça a été souligné tout à l'heure. La mission au Cap n'en est finalement qu'à ses débuts. Elle a commencé à être opérationnelle en janvier. Nous sommes à peine début mai. Donc on est à 4 mois finalement d'activité. Alors que le mandat initial, la durée prévisible, en tout cas de Cap, telles que les choses sont prévues pour le moment, est de 4 ans. Donc effectivement, bien sûr, dans les prochains mois, et plus la mission aussi prendra son envol et connaîtra aussi mieux la réalité malienne, etc. Bien sûr, évidemment, d'autres villes seront concernées et d'autres unités seront également nommées par les autorités du gouvernement du Mali pour bénéficier des formations et de l'apport de Cap Sahel Mali. Je pense que la raison qui nous a poussé à finalement s'engager dans ce partenariat, c'est bien de professionnaliser les forces, alors de forces de sécurité intérieure, mais également à l'époque, puisque ça date déjà de 2013, l'armée. On sait très bien que c'est ces forces-là qui sont parmi les premiers éléments de contact avec la population du Mali. On sait très bien que c'est souvent aussi le visage de l'État, et donc leur professionnalisme est quelque chose de très important à nos yeux, certes, mais aussi clairement aux yeux du gouvernement du Mali, puisqu'il a fait cette demande à l'Union européenne pour que ces formations soient organisées. Alors, Mohamed Ali Awissoun de la Brigade des stupéfiants, est-ce que ces formations inculquées par le programme ECAP touchent uniquement les cadres ou bien c'est toute la chaîne sécuritaire? Comme je vous l'avais dit tout de suite, cette formation touche l'ensemble des personnels. Les cadres intermédiaires et le personnel opérationnel. C'est l'ensemble de ces composantes de forces de sécurité qui sont concernées par ces formations. Et les thèmes sont dispensés à l'ensemble aussi de ces personnels pour que l'ensemble des thèmes soit
qu'il y ait une plus grande prise en charge de l'ensemble du personnel dans l'ensemble de ces thèmes. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui le coût de ce programme ECAP avec vous, André Beleki? À ce stade-ci, on est encore un petit peu tôt. Pour vous donner un exemple, la mission du côté européen arrive seulement à avoir l'ensemble de ses effectifs à peu près à ce moment-ci où je vous parle. Donc on n'est même pas encore à la totalité du personnel qui devrait être installé ici au Mali. Donc il est encore un petit peu trop tôt. Alors, on l'a vu, le UTM a commencé un début de formation donc, de ces agents que ECAP forme aujourd'hui. Est-ce que ECAP est un programme d'urgence ou bien cela a été prévu dans le fonctionnement? Je pense que tout le monde s'est rapidement rendu compte que le rôle de l'armée, en particulier dans la sortie de crise, était différent et complémentaire par rapport aux forces de sécurité intérieure. Que par exemple, la gestion des foules dans une ville n'était pas forcément la tâche de l'armée. Et donc, avec ce raisonnement en se disant que l'un était complémentaire par rapport à l'autre, la décision a été prise d'également intensifier effectivement l'effort au profit des forces de sécurité intérieure. Ce n'est pas un programme d'urgence dans ce sens-là, c'est un programme d'urgence si on veut, puisqu'évidemment le Mali a connu une crise et à ce niveau-là, effectivement, on pourrait considérer que c'est un programme entre guillemets d'urgence. Mais en soi, la planification, la réflexion sur cette initiative elle-même n'est pas une réaction particulière d'urgence. Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant la troisième et dernière partie de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci de nous suivre à travers nos stations partenaires dans l'ensemble du pays. Aujourd'hui, le Grand Dialogue réfléchit sur le bilan de la coopération, du partenariat entre l'Union européenne et le Mali, et cela dans trois domaines précisément, le développement, la sécurité et l'aide humanitaire. Alors cette troisième partie est consacrée donc à l'aide humanitaire, le volet humanitaire, la paix et la réconciliation. Donc autour de tout ça, l'aide humanitaire de l'Union européenne en faveur du Mali, toujours en 2014, est estimée à 40 milliards de francs CFA du nord au sud du pays. Qu'est-ce que ce montant couvre concrètement? André Beleki, chargé des affaires politiques au niveau de la Commission de l'Union européenne. Alors, avant tout, alors l'aide humanitaire en tant que telle est avant tout le fait des acteurs humanitaires. Et les acteurs humanitaires agissent dans le plus strict respect de la neutralité. Donc effectivement, l'aide humanitaire qui peut passer par exemple par des ONG est indépendante du contexte politique ou des considérations de sécurité dont on a parlé. Et c'est avant tout la responsabilité donc, du Bureau des affaires humanitaires de la Commission européenne qui agit en totale indépendance par rapport à toutes les autres actions que l'Union européenne peut entreprendre ici au Mali et que l'on a évoqué dans cette émission. Alors pour le commissaire Ali, dans ce contexte de tension dans le pays, est-il possible de pouvoir toucher les personnes vulnérables pour leur apporter l'aide humanitaire? Alors là, je m'adresse plutôt à Patrick Barbier. Vous êtes donc chef du bureau donc de l'aide humanitaire au niveau de la Commission. Est-ce qu'il est facile dans ce contexte de tension de pouvoir toucher les populations, l'ensemble des populations concernées donc par votre programme? Merci pour cette question. Bonsoir. Effectivement, comme le disait très justement Andrej, c'est possible parce qu'on a un mandat très spécifique. Au contraire des missions ECAP, EUTM ou des missions politiques ou de coopération, on n'est pas l'expression de la politique européenne, mais uniquement l'expression de la solidarité du peuple européen envers les populations maliennes qui sont affectées par des crises. On répond à une définition d'intervention qui est extrêmement précise et étroite. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout lié à aucune politique européenne. D'ailleurs, notre bureau est distinct du bureau de l'Union européenne pour bien marquer cette différence et pouvoir aller toucher toutes les victimes, qu'elles soient de crises créées par l'homme ou de crises naturelles. Donc, dans ce cadre-là, notre intervention ici au Mali, elle a démarré avant le conflit, puisque
Qui dit crise naturelle, dit épidémie, dit sécheresse, dit crise alimentaire, dit malnutrition. Ça, c'était vraiment notre point d'entrée ici au Mali depuis 2007. Et cette activité continue toujours. Et c'est effectivement autant au nord qu'au sud, mais bien évidemment, la répartition démographique étant ce qu'elle est au Mali, elle bénéficie bien plus aux populations du sud qu'aux populations du nord. Et on a un investissement en 2015 d'à peu près un tout petit peu moins de 12 millions d'euros. Je suis désolé, je n'ai pas la conversion en CFA, pour assister les enfants qui sont affectés par la malnutrition aiguë sévère, qui, comme vous le savez, non seulement a une mortalité extrêmement importante si elle n'est pas prise en charge, puisque c'est un enfant sur 2 qui va en mourir, et si c'est mal pris en charge, celui qui va survivre sera affecté toute sa vie par des séquelles. Donc c'est vraiment pour nous un point d'entrée extrêmement important, c'est une urgence, une vraie urgence humanitaire. C'est pour ça qu'on intervient, parce qu'on a des mécanismes qui sont des mécanismes rapides d'intervention, qui nous permettent d'initier, d'appuyer les autorités sanitaires, d'appuyer les communautés, d'appuyer les mamans, afin de les aider à pouvoir prendre en charge leurs enfants tout de suite face à ce problème, le temps que des solutions structurelles de long terme soient trouvées par le partenaire, et par le gouvernement et ses partenaires. Ça, c'est le premier volet qui concerne plus les questions de malnutrition qui affectent, on va dire, un enfant sur 3 est malnutri chronique, et on a un enfant sur 7 qui est malnutri aigu sévère aujourd'hui au Mali. Donc c'est vraiment extrêmement important. Cette aide financière a permis l'année dernière, au travers de l'action des partenaires, de prendre en charge plus de 128 000 enfants au Mali. L'autre volet extrêmement important qui affecte les populations du Mali, c'est l'insécurité alimentaire, puisqu'on a malheureusement des cycles de sécheresse qui affectent directement les plus vulnérables. Et c'est vraiment le cœur de notre métier, je dirais, c'est eux notre cible. Ce ne sont pas les gouvernements, ce ne sont pas les pays, ce sont les plus vulnérables, ceux qui sont démunis et dépourvus de tout. Et c'est leur survie qui est en jeu. C'est ça notre enjeu, c'est leur survie. C'est comment les maintenir en vie, soulager leur souffrance et construire les bases pour leur résilience, pour leur permettre de pouvoir reprendre leur destin en main et puis être capable de surmonter les chocs auxquels ils pourraient être confrontés dans le futur. Ça, c'est un volet extrêmement important de notre aide. Ça constitue un tiers à peu près des investissements qu'on fait dans le pays, tant au sud qu'au nord. L'autre volet, bien évidemment, et c'est vraiment là pourquoi il est essentiel qu'on soit détaché de toute considération politique et qu'on soit vraiment, qu'on adhère aux principes humanitaires de neutralité, d'impartialité et d'indépendance pour pouvoir assister les victimes de conflits. Toutes les victimes de conflits, indépendamment de leur camp, indépendamment de leur obédience, indépendamment, c'est pas notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est si jamais il y a des gens qui sont victimes de ce conflit, on doit les assister. Donc c'est l'autre gros volet depuis 2012 ici au Mali, c'est de porter assistance aux populations qui sont affectées par ce conflit, tant dans le pays que dans les pays voisins. À ce titre, on assiste les réfugiés maliens dans les pays voisins, qui sont dans les camps de réfugiés du Burkina Faso, du Niger et de Mauritanie, et qui sont à peu près toujours 150 000 à bénéficier, entre autres, de l'assistance de la DG ECHO. On assiste bien évidemment les populations qui sont dans le pays, qu'elles soient déplacées au sud ou au nord, ou qu'elles soient toujours restées dans leur zone, puisque la situation est telle que les services sociaux de base ont été interrompus, la présence de l'État est difficile hors des principales agglomérations, et c'est là où le rôle des partenaires humanitaires est indispensable pour pouvoir assurer la continuité des services de base essentiels, l'accès aux soins, où on soutient l'accès aux soins. L'année dernière, c'était pour un peu plus de 800 000 personnes qui avaient accès gratuitement aux soins essentiels. Alors, ce n'est pas tous les soins, encore une fois. On a un mandat qui est étroit, on s'occupe de la survie des gens. Donc, malheureusement, on aimerait pouvoir faire plus, mais c'est vraiment les soins essentiels qui sont concernés par cette assistance, tant au niveau des CESCOM qu'au niveau des CESREF, mais également au niveau des hôpitaux de référence. On travaille avec, au Mali, on a 35 ONG partenaires et puis 7 ou 8 agences des Nations Unies qui sont les bénéficiaires de notre assistance financière et qui, eux, mettent en œuvre les actions au profit direct des personnes. Vous voulez ajouter quelque chose? Je n'avais pas tout à fait fini, en fait. Les normes contraintes auxquelles sont confrontées les populations du Nord, puisque ce conflit perdure, c'est leur capacité à pouvoir subvenir à leurs besoins de base. Donc l'accès à la santé, bien sûr, mais l'accès à l'alimentation. Et on le voit, l'année dernière, c'était quasiment 50% de la population du Nord qui a bénéficié de distribution alimentaire mensuelle pendant au moins toute la période de soudure.
avec un ciblage des plus vulnérables. Et effectivement, dans les conditions qu'on connaît au nord, c'est extrêmement difficile pour nos partenaires de pouvoir accéder aux populations. Ça nécessite d'avoir une acceptance par tout le monde, d'être vraiment neutre pour qu'on vous laisse aller partout et travailler avec tout le monde. Jusqu'à présent, ça a été quand même un franc succès, parce que je pense qu'il y a eu énormément d'assistance qui a été distribuée dans les coins les plus reculés. Toutes les communes en ont bénéficié au nord. L'autre enjeu majeur, c'est l'accès à l'eau. Comment? Le dernier? Oui. Ça continue. Non, ouais, il y en a encore 2-3. C'est l'accès à l'eau et puis l'accès à l'éducation, puisque c'était un des gros enjeux en 2014, c'était de pouvoir permettre aux enfants déscolarisés depuis déjà de longs mois de pouvoir retourner à l'école. Et ça a été un gros projet mené avec d'ailleurs une contribution importante de la coopération de l'Union européenne pour pouvoir organiser la campagne qu'on a appelée Back to School, retour à l'école, où on a soutenu la reconstruction des écoles, le financement des maîtres, la distribution des kits scolaires et la mise en place de cantines scolaires pour aussi pouvoir soutenir les enfants pendant qu'ils allaient à l'école et pour qu'ils puissent se nourrir. Un autre volet que je ne vais pas détailler parce que je vois que vous êtes impatient, un tout petit peu, c'est les questions de protection, puisque c'est vraiment un enjeu important. On l'a vu, il y a eu des problèmes de mines qui persistent, il y a des problèmes de violation basés sur le genre, des victimes de viol par exemple, ce genre de choses. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été choquées par le conflit et qui ont besoin d'une assistance psychosociale. Ce sont tout ce type d'actions que la DG ECO soutient au travers de partenaires qui la mettent en œuvre. Alors, je rappelle juste que le chiffre que vous avez évoqué tout à l'heure, 12 millions d'euros, c'est, on m'a dit tout à l'heure à l'oreillette que c'est environ 7 milliards de francs CFA donc, que comportent donc ces actions au ces 7 milliards, c'est uniquement pour la partie malnutrition. En tout, depuis le début de la crise, je crois qu'on est autour de 184 millions d'aides humanitaires qui ont été données, millions d'euros. Pour cette année, on a un budget pour le moment qui est de 40 millions. C'est pour cette première partie de l'année. En fait, nos budgets, comme on est une organisation qui répond aux besoins, qui évalue les besoins directement sur le terrain, nos financements sont modulables. C'est-à-dire que si les besoins augmentent en cours d'année, on peut tout à fait solliciter et obtenir des fonds additionnels afin de répondre au mieux aux besoins des populations. Donc ces 7 milliards que vous évoquez ont servi à la prise en charge des enfants malnutris, donc en appui au système sanitaire, en appui au gouvernement, dans 33 des 63 districts sanitaires que compte le pays. Merci beaucoup Patrick Barbier. Je me tourne vers André Beleki. André, aujourd'hui, nous allons faire un peu d'autopromo car le studio Tamani également est financé par l'Union européenne. Nous avons vu jour grâce donc aux dons de l'Union européenne. Cette neutralité recherchée par l'Union européenne vis-à-vis de la crise et du conflit qui secoue le pays aujourd'hui. Vous recherchez donc cet apaisement à travers un projet comme le nôtre. Qu'est-ce qui vous a poussé à financer un projet de médias pour informer les populations? Oui, je crois qu'il faut souligner qu'on était peut-être les premiers, mais on n'est pas les seuls. Donc je pense qu'il faut pas être trop autosatisfait. Mais effectivement, je pense la raison pour laquelle un projet tel que Studio Tamani mérite et mérite toujours d'être soutenu en particulier par l'Union européenne, c'est cette dimension de dialogue, cette dimension de connaissance mutuelle. Si le Mali a vécu des heures sombres, c'est très probablement parce que les gens finalement ne se parlent pas suffisamment, ne se connaissent peut-être pas suffisamment, et par un média tel que le vôtre, qui est relayé quand même assez largement sur l'ensemble du territoire, les gens commencent à se connaître, commencent à se comprendre, et nous l'espérons, pourront contribuer à avoir non pas une solution militaire finalement à la crise malienne, mais bien une solution politique, c'est-à-dire que les gens se mettront autour d'une table, et nous en parlions, je l'espère, signeront le 15 mai prochain un accord qui permettra un nouveau départ pour le Mali. Alors, le futur donc de Studio Tamani, nous en profitons pour en dire deux mots. C'est 24 radios actuellement. Si je ne m'abuse, cela va passer désormais à plus de 60 radios dans le futur, dans les 3 prochaines années. Alors, nous restons toujours dans le domaine donc de l'humanitaire.
nous avons pratiquement touché tous les volets qui ont été évoqués. Alors, on me fait signe de l'autre côté. À ma gauche, Patrick Barbier me fait signe. Vous êtes chef du bureau ECHO, donc la section humanitaire donc, de l'Union européenne. Il y a cette indépendance que André Beleki disait tout à l'heure. Pourquoi mettre l'accent sur l'indépendance d'un service comme le vôtre? Parce qu'il ne répond pas à des objectifs politiques. Parce qu'il doit répondre, il doit s'inscrire sur les principes humanitaires. Pour pouvoir intervenir dans un conflit, intervenir des deux côtés du conflit, il ne faut pas être vu comme étant un allié du gouvernement. Par exemple, dans le cas de la crise malienne, si jamais nous étions, comme l'est la coopération, liés au gouvernement et œuvrant au travers du gouvernement, on aurait été incapable depuis 2012 de pouvoir assister 900 000 personnes en insécurité alimentaire au nord, de pouvoir fournir les soins de santé à 800 000 personnes, parce que l'autre partie nous aurait considérés comme son ennemi. L'acteur humanitaire n'a ni ami ni ennemi. Sa seule préoccupation, c'est de répondre aux besoins de survie des populations les plus vulnérables. C'est tout. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment essentiel, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez atypique et que moi j'apprécie énormément au sein de l'Union européenne, c'est d'avoir fait cette distinction, parce qu'il faut un courage politique extrêmement important pour allouer 1 milliard par an du budget européen sans avoir de contrôle politique sur son utilisation, pour que son utilisation soit utilisée seulement sur la base de « on a identifié tel besoin, je comprends bien quels sont vos intérêts politiques européens, mais ça n'est pas notre souci, ça n'est pas notre préoccupation, on n'a pas à s'en préoccuper. Notre seule préoccupation, c'est de répondre au mieux aux besoins de survie des populations. Alors nous sommes toujours dans ce contexte de crise. L'Union européenne est beaucoup investie et continue donc à s'investir dans ce domaine. André Beleki, vous êtes le chargé des affaires politiques au niveau de l'Union européenne. Si je ne m'abuse, vous avez participé à toutes les rencontres à Alger. Aujourd'hui, quelles sont vos satisfactions? Quel est le message de l'Union européenne en faveur donc toujours de cette paix que le Mali recherche? Je crois que l'on a fait beaucoup de progrès depuis 2013 en particulier, et depuis l'été dernier dans l'équipe de médiation. On est arrivé à un texte de projet d'accord qui est le meilleur possible. Je crois que ça a été dit, aucun texte de compromis n'est parfait. Mais je crois que l'opportunité est historique. Et donc, encore une fois, l'Union européenne espère que tout le monde saisira cette opportunité pour signer le 15 et aller de l'avant et reconstruire un Mali sur de nouvelles bases, avec l'accompagnement de la communauté internationale qui sera aux côtés du Mali encore dans le futur. Je le rappelle, la journée de l'Europe, c'est le 9 mai, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je rectifie au début de cette émission, j'avais dit le 8, et finalement c'est le 9 mai que l'Europe fête donc sa journée, et occasion pour nous donc de faire le bilan de la coopération entre l'Union européenne, la délégation de l'Union européenne et le Mali. Donc nous avons fait le point de 3 axes d'intervention, notamment la sécurité, l'humanité et bien entendu le développement, avec ce vaste chantier qui va donc permettre le retour de la paix au Mali. Je rappelle que l'Union européenne est le principal bailleur donc du studio Tamani, et c'est grâce à eux que donc ce projet a vu jour. Nous étions avec 3 invités. André Beleki, chargé des affaires politiques au niveau de la délégation de l'Union européenne, Patrick Barbier, qui est donc le chef du bureau donc de la section humanitaire de l'Union européenne, et également avec nous Mohamed Ali Awossoun de la brigade des stupéfiants de Bamako, brigade donc qui est bénéficiaire des programmes de ECAP, cette unité de formation donc de l'Union européenne. Je suis Famoussa Sidibé, Ousmane Diadje Touré a réalisé cette émission, Salim Douara était à la technique, Mamadou Ouattara était à la régie vidéo. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.